s'appelle la magie. C'est vraiment une science qui est bien réglementée. Il y a un mannequin de dernière génération et il peut pleurer, il peut suer, saigner, il parle. Elle a sauvé la patiente, mais elle a vidé ses surrénales. Vous avez un suivi pour ça? Non. Ce serait bien d'en avoir un, Ouais. tu crois? Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Grad Talks. Vous le savez, Grad Talks, c'est un podcast qui vous permet de connaître mieux nos formateurs et les membres de notre comité scientifique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Yohan Elmaleh. Bonjour Yohan. Bonjour. Yohan, tu es anesthésiste, tu es médecin anesthésiste réanimateur pour être exact, à l'hôpital Claude Gallien dans l'Essonne. Ouais. Tu es membre du comité Pratan. Ouais. Tu fais 2 formations chez nous et tu es aussi fondateur d'un projet de simulation qui s'appelle InDream Situ. On va aborder tout ça. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu? Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Moi c'est Yohan Elmaleh, du coup je suis, anesthésiste. Je travaille dans l'Essonne depuis 1 an et demi. Avant j'étais à l'hôpital Tenon pendant 3 ans et c'est là que le projet InDream Situ dont on va parler a été fondé. Et le Pratan, c'est un journal scientifique à destinée pédagogique. Je suis membre du board, ce qu'on appelle du comité de rédaction. Je suis aussi membre du comité scientifique de grade d'ailleurs. Ouais, très bien. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un petit peu ton parcours? Le seul médecin de toute ma famille, j'ai une grande famille. Ah oui? Ouais, oui. Ouais. Combien de frères et sœurs? Non, j'ai 3 frères. J'ai 2 frères, on est 3. Ouais. Un frère jumeau et un grand frère qui Ok. maintenant n'habite plus en France, qui habite en Australie. Et en fait, j'ai une quinzaine de cousins. Ouais, d'accord. On est très nombreux et tout le T'es monde est seul. dans le même domaine, la finance. Tout le C'est monde. pas vrai? Ah, si. Ils sont tous dans la finance et moi je suis le seul dans le L'électron médical. libre. Ah oui, le Ouais. seul et l'unique. C'est pour ça que les études médicales c'était tout nouveau pour tout le monde en fait parce que mes parents connaissaient pas. On s'est jeté dans le vide. J'ai travaillé pendant 10 ans. C'est marrant, t'as dit on. Ouais, C'est parce comme qu'en si fait, c'était un truc familial. en fait au début c'est un truc familial parce Ouais. que c'est certes des gros sacrifices, mais c'est difficile d'y arriver sans le soutien des autres parce que c'est des grosses journées, parce qu'il y a des concours. On a un concours d'entrée à la fin de la première année en Bien sûr. études de médecine et on a le concours de l'ECN à la fin de la 6e. Donc c'est des concours et qui dit concours dit compétition avec tout le monde, dit on cherche du soutien là où on peut en trouver et en général c'est dans la sphère familiale. Et toi, justement, ces études-là, c'était quoi? C'était énormément de travail? Ouais. C'était énormément de travail. Alors, j'ai pas de problème à travailler beaucoup, mais c'est vrai que c'était énormément de travail, énormément de pression, parce que on se met une pression de réussite. À la fin de la première année, si on réussit pas, on peut devenir doublant, mais il y a quand même cette pression de réussite, qu'il faut passer. J'ai passé la première année en une fois, donc c'était, Ouais. inespéré. Félicitations. Ouais, c'était inespéré, c'était il y a longtemps, mais c'était inespéré. Et après, on a 1 ou 2 ans pour décompresser. Les 2 années suivantes en médecine, on décompresse et rapidement, il faut se remettre dans le bain. Faut revenir dans le game, entre guillemets, parce qu'il y a le concours de l'internat, il y a le concours où on va choisir ce qu'on veut faire. En fait, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Il faut pas que travailler dans les bouquins, il faut aussi aller en stage, il faut aussi aller à l'hôpital pour voir ce que c'est. Moi, j'ai fait mes études à Bichat. Actuellement, ça n'est plus Bichat, c'est Paris Cité. Maintenant, Ok. ça a fusionné Paris 7, Paris 5 et ça s'est très bien passé, hein, C'était quoi, en groupe? Ouais. C'était parce que tu dis on, ça pourrait être en famille, tu aurais pu bosser comme un dingue Ah, en famille. alors au Non. début on bosse en famille puisqu'on connaît personne et Ouais. rapidement on a des affinités avec certains et on fait des groupes de travail qui sont assez sympas, hein. Et donc là, il faut de la logistique, donc il faut les parents qui savent manger, qui vous aident. C'est particulier, hein, ça, parce que ça veut dire que 6 ans après le bac, ils nous emmènent à 24 ou 25 ans. On est encore chez nos parents et c'est eux qui font à manger tout le temps. En fait, on rentre, on mange, on travaille, on dort, on voit pas grand monde et c'est particulier comme ambiance, hein. Et- La vie sociale, elle est un peu oui. inexistante pendant ce temps-là. Le choix de l'anesthésie, c'était. Alors c'était un coup de bluff, hein. Un coup de bluff, Ok. pendant tous mes stages d'externat, je ne suis jamais passé dans un service d'anesthésie, ni passé dans un service de réanimation. J'ai fait tous les services qui pouvaient exister en médecine, la maladie infectieuse, la rhumatologie. J'ai fait beaucoup de services de médecine, des services de chirurgie. Et en fait, je savais pas ce que je voulais faire. À un moment, j'ai pensé faire cardiologie, mais trop spécifique et j'avais peur de m'enfermer. Et du coup, je me suis tourné vers l'anesthésie-réanimation parce que je voulais une spécialité qui bouge. Je voulais pas faire des visites sur papier, sur dossiers médicaux comme on fait dans les services de médecine pendant des heures, sans forcément changer la donne. Je voulais un service qui bouge, donc je me suis dit la réanimation ça bouge, ça peut être sympa. Il y a une partie gestes techniques avec l'intubation, la pose des cathéters en artériel ou en veineux. Ouais. Ça fait des gestes techniques, ça fait un peu, on participe, on est dans l'action. Et en fait, j'ai commencé à me dire à mon internat en faisant anesthésie et réanimation, parce qu'à l'époque on avait la double casquette, anesthésiste et réanimateur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il D'accord. y a anesthésiste réanimateur qui reste un peu d'un côté, mais c'est surtout destiné à de l'anesthésie. Et maintenant, il y a une spécialité à part qui est la réanimation médicale.
ce qu'on appelle les MIR, les médecins intensivistes réanimateurs, qui eux font que de la réanimation, qui ne passent jamais en anesthésie, qui font de la réanimation, de la réanimation, de la réanimation. Ok. Donc ça, c'est un peu séparé. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. Au cours de mon cursus, j'ai la même réflexion que 90% des gens. La réanimation, c'est stimulant, c'est intéressant, on a Ça beaucoup, change tout le temps. ouais, il y a beaucoup de plaisir intellectuel. À l'anesthésie aussi, dans certains cas, il y a quand même du plaisir intellectuel, mais la réanimation, c'est une qualité de vie qui est différente, où on a des horaires qui sont plus larges. On sort du travail en pensant à son unité, en pensant à ses patients. On n'a pas fini totalement sa journée, on a du mal à couper, et je voulais une qualité de vie un peu meilleure. Et du Donc coup, déjà, tu t'étais posé la question. ouais. Et en Ok. fait, à mi-internat, je me suis dit, en fait, la réanimation, c'est très bien, mais moi, je veux plutôt aller vers l'anesthésie. Donc c'était pas une évidence en soi. Alors, il n'y avait rien d'évident. J'ai commencé vraiment l'internat en me disant, c'est bien parce que si ça me plaît pas, vraiment, j'ai aucun backup. Je me lance dans l'anesthésie, mais je sais pas exactement ça. T'as pas eu de mentor, pas de... Non, Non, c'est venu comme ça. ouais, c'est venu comme ça. Après, dans les stages où je suis passé en tant qu'interne, j'ai eu des stages que j'ai beaucoup aimés, dont l'hôpital Tenon. C'était un stage où j'ai découvert une équipe exceptionnelle. Je veux bien que tu nous en parles un peu. Ouais. Pour devenir chef, comme je suis devenu chef 3 ans à Tenon, il faut en général passer interne dans le service. Mhm. Donc je suis passé en 4e semestre. Et je suis passé en anesthésie, j'ai découvert l'équipe. Il y avait des infirmiers anesthésistes, des infirmiers de salle de réveil, des sages-femmes et des médecins anesthésistes. Et des chirurgiens, mais ça on les côtoie de loin, on n'est pas dans leur, c'est pas notre équipe. Mhm. Et, euh, et en fait, j'ai découvert un univers qui était à taille humaine, avec des gens incroyables, que ce soit les infirmiers anesthésistes qui étaient incroyables sous tous les plans. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis que j'ai gardés qui sont infirmiers anesthésistes à l'hôpital Tenon. Parce que quoi? Parce que dévoué, parce que Parce que dévoués, parce que agréable avec, ouais, on sait travailler avec, travailler avec, ouais. c'est agréable. On sait qu'elles sont compétentes. Je dis elles parce que c'est souvent Ouais. là dans ce contexte chez des femmes. Mais en fait, c'était un plaisir de travailler pendant 3 ans. J'ai travaillé dans cette équipe, j'ai pu monter des projets, j'ai pu participer à toutes les activités du service et de top. Donc Vraiment génial. le fait de travailler en équipe aussi, c'est quelque chose de très important pour toi. Oui, alors l'équipe, pour moi, c'est un point clé, c'est qu'on ne peut pas faire ce métier en travaillant tout seul. Je dis pas que c'est impossible à 100% parce qu'il y a des équipes dans Paris qui n'ont d'équipe que le nom. Et c'est pas les critiquer, hein, parce qu'elles fonctionnent très bien comme Mhm. ça, Mhm. mais c'est des gens qui aiment bien travailler seuls, qui aiment bien faire leur journée dans leur salle de bloc, sortir, rentrer chez eux, pas de communication avec les salles d'à côté, parce que leur travail, c'est un point de leur vie et que dès qu'ils sortent, ils ont leur vie personnelle. Et c'est Ce que tu souhaitais, toi, à un Oui, moment, tu oui, réfléchissais autour de ça. Mais oui. toi, tu es un mix des deux. Bah, moi, quand je travaille, j'aime bien travailler en équipe. Mhm. Ça permet d'avoir confiance dans ses collègues, ça permet d'avoir de l'aide de ses collègues et qui savent un peu à qui ils ont affaire, et ça permet de monter des projets ensemble qui sont des projets de vie en fait. En parlant de projet, j'aimerais bien que tu nous parles un peu aussi de In Dream Situ. Oui. C'est un projet de simulation Ok. sur mannequin. Ça vient du, c'est, ça, De In Situ, je ouais, suppose. exactement, mais ça vient de la simulation. C'est depuis les dernières années, l'anesthésie a un peu explosé dans ce secteur-là. Ok. Pourquoi? Parce qu'il convient, et c'est vrai, ni que ce soit en anesthésie ou en réanimation, de ne pas faire les premiers gestes sur les patients. Le patient, on n'apprend pas sur le patient. Oui. On doit apprendre sur un mannequin, sur autre chose, pour que quand on traite un patient d'une pathologie, c'est pas la première fois qu'on le voit, et ça fait une dizaine d'années maintenant que ça se développe, et l'anesthésie a été un point clé dans la simulation, parce que ça s'inspire beaucoup de l'aviation, et c'est normal, hein, les pilotes, ils font énormément de simulations avant de conduire de piloter leur premier avion. Mhm. Et nous, on avait l'idée de faire un projet de simulation in situ à l'hôpital Tenon. Donc pour ça, il fallait énormément de moyens. J'entends un mannequin de simulation, une salle de pilotage, et le mannequin de simulation, Ouais. on est dans les 130 000 euros. Ouais. Donc on a réussi à avoir des aides avec des projets de l'ARS, des projets du GH, du Mhm. groupe hospitalier de Tenon, qui est Sorbonne Université. Et avec toutes ces aides, on a pu s'acheter le mannequin, le pilotage, le système d'audiovisuel et tout ce qui est nécessaire pour le pilotage. Parce que ça marche comment? T'as donc le mannequin qui est Ouais. dans un bloc. Ouais, le mannequin est dans un bloc, il est installé, et c'est un mannequin dernière génération, il peut tout faire. Quand il n'a pas assez d'oxygène, les lèvres deviennent bleues, il Ok. cyanose, il peut pleurer, Ok. il peut suer, il Parler. peut saigner, il parle. Ok. En fait, dans la salle de pilotage, il y a le micro qui sort par la bouche,
Donc il parle et il peut trembler. Quand tu dis un salle de pilotage, donc il y a quelqu'un qui peut parler Oui. à la place du mannequin. Exactement. En D'accord. fait, il y a le mannequin qui est dans la salle, nous, qu'on avait Ouais, décidé. ouais. Et donc il y a un micro Pour- et il y a un petit haut-parleur et donc Voilà. on l'entend. Et en fait, il y a le bloc opératoire, il y a la salle de pilotage qui est juste à côté, et il y a une salle de débriefing pour les apprenants. Bien sûr. Où les apprenants ont en général un pré-briefing, où on leur dit, là c'est telle situation, vous allez Le arriver. contexte. Voilà. Hmm. Et ils arrivent au bloc, et là il va se passer quelque chose, ou alors la simulation il se passe rien, parce que tout le monde est tellement en situation d'alerte que quand il se passe rien, ils trouvent quelque chose. Oui. Mais voilà, parce qu'en fait on s'attend tellement à. Oui, Et ça, des fois ça peut être une t'essaies prise de en les charge. mettre en défaut comme ça, ouais. Des Il fois, se passe ça peut- rien des et fois, ça peut être une pour le coup, il situation trouve normale. quelque chose, quoi. Ça peut être une situation normale, et en Ouais. fait, Ouais. mais oui, en général, il y a une situation catastrophe. Et nous, l'idée de In Dream Situ, Dream, ça vient du DMU. Les groupes d'anesthésie et de toutes les spécialités en France et à Paris principalement sont regroupés dans ce qu'on appelle les DMU, des groupes multi-hospitaliers. Donc le DMU Dream, ça comprenait l'anesthésie, la réanimation et la médecine périopératoire. C'est pour ça réanimation, réanimation, pardon, anesthésie et médecine périopératoire. D'accord. C'est le groupe. Mhm. Et avec les plusieurs centres, il y avait l'hôpital Tenon, l'hôpital Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière et Trousseau. Et in situ, parce qu'on voulait faire de la simulation in situ, en formation continue pour les différentes équipes, d'abord de notre bloc, puis après des autres services. Donc on l'a fait à l'hôpital Tenon avec les médecins anesthésistes, tous sont passés sur les scénarios catastrophes, puis avec la salle de réveil, puis avec la réanimation de l'hôpital Saint-Antoine. C'est une vraie logistique, hein, parce que ça veut dire que Oui. eux, ils commencent à 8h30, mais nous, à 7h, on est sur place en installant le mannequin, vérifier qu'on a la retransmission, que tout marche. Et puis avoir tous ces gens disponibles au même Exactement. moment. Et là, mais c'était très bien. C'était un vrai projet de simulation et qui continue tout doucement. J'y participe beaucoup moins. Et vous avez pu quantifier l'amélioration? Oui, parce qu'on avait, en fait, on avait des tests avant et après. Et c'est vrai que le principe de la simulation, c'est quand même un contrat de confiance qui est incroyable parce que les gens ne sont pas jugés. Et en fait, on n'est pas là. Et alors, on voit qu'il y a des personnes qui sont un peu plus timides, un peu plus réservées parce qu'ils ont peur du jugement des autres face à des scénarios catastrophes en mode je vais prendre en charge tel patient, mais en fait, il peut mourir à cause de moi. Et les gens vont se dire que je peux pas prendre en charge ce patient dans la vraie vie. Donc, en sortant, ils vont me juger. En fait, le principe, c'est vraiment non, on est bienveillant. C'est des scénarios où on met tout le monde en défaut. Mais en fait, il y a un point clé, c'est que le mannequin ne peut pas mourir pendant la session. C'est pas possible. Parce que sinon, les gens, ils sortent avec un ressenti monstrueusement négatif et on rame. Il faut arriver à les débriefer de façon à ce qu'ils retiennent quelque chose de positif, mais qu'ils comprennent qu'ils ont toujours bien fait. Et en général, ils ont toujours bien fait. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, je réfléchis en même temps à nos formations où on a cette difficulté de certains de nos apprenants qui ne souhaitent pas être évalués, Oui, justement, alors qu'on leur explique qu'on les forme. oui, Et donc, c'est juste un test. c'est ça. Ça n'a pas d'impact derrière, etc. Mais tu me dis que le patient ne peut jamais mourir. Enfin, le simuler, hein. Ouais. Ouais, en fait, on fait en sorte, c'est le rôle du pilote, D'accord. de faire en sorte qu'il puisse s'aggraver, mais il y a toujours un point clé, c'est que dans la salle, il y a un facilitateur. Si on sent que l'équipe d'apprenants est en difficulté, le facilitateur doit pouvoir. Ils le savent que C'est- cette personne est oui, dédiée à être oui, ils le facilitateur ou savent c'est parce quelqu'un qu'en général, oui, en général, ils jouent un rôle. Ouais. Je donne un exemple. Le mannequin est au bloc opératoire, l'équipe arrive, elle commence à faire l'induction, le facilitateur, il va jouer le rôle du chirurgien exprès. Il est dans la salle parce que c'est pour mimer une situation normale. Mhm. Il est dans la salle et s'il voit, il va donner des petits indices pour dire vous n'avez pas pensé à ça, Ouais, mais on donne, des petits mots-clés où les gens vont se dire ah oui, en fait, c'est ça. Et ils vont repartir dans le bon sens de façon, si on les voit se dévier, on va les remettre sur le bon chemin. Pour toi, quels sont les signes qui montrent qu'un praticien est prêt à gérer ce genre de problème? Parce que les problèmes que vous montrez, bon, ok, vous le testez, Ouais. même si c'est hyper réaliste, derrière, Oui. ça reste un mannequin. Comment on ressent que la personne est prête et que... Je suis pas sûr qu'il y a de vrais signes. Moi, pour mon expérience personnelle, en fait, on a 5 ans d'internat. On finit notre dernier semestre d'internat le 30 ou le 31 octobre, et le 2 novembre, on est chef. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai fini mon internat le 31 octobre. Le 2 novembre, j'étais chef à l'hôpital Tenon. Donc, du jour au lendemain, en fait, on se retourne derrière, il n'y a plus personne. C'est nous qui sommes derrière. Il y a pas d'accompagnement, Il y a pas un moment de genre des binômes pendant un certain temps. Non, vraiment, c'est pas la débrouillardise, hein, parce qu'il y a des gens dans les salles d'à côté qui ont leur travail, qui sont disponibles s'il y a besoin, mais on se retourne et il n'y a plus personne. Et là, tout d'un coup, je te donne un exemple tout simple, quand on est interne et qu'on pose une péridurale chez une femme enceinte qui est en train d'accoucher, si jamais on a du mal à la poser, on peut appeler le senior de garde en disant en fait j'ai piqué 3 fois, je suis désolé, ça ne marche pas, mais j'arrive pas.
mais je sens des sensations normales, mais ça ne marche pas. Et en fait, quand on arrive chef, c'est nous qui sommes appelés pour les situations difficiles. Ouais. Donc en fait, on se dit, bah, il faut y arriver, parce que de toute façon, il y a personne qui va venir la poser à notre place. Peut-être que le mental joue beaucoup, mais moi je sais que c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des moments dans l'internat où je n'arrivais pas à poser une péridurale, et en tant que chef, il faut que ça marche. Donc ça marche. Est-ce que tu dirais que tu te mets un peu dans un état second, Dans une situation de stress, j'ai vu beaucoup de gens réagir totalement différemment, Ouais. et ça va de tout, hein. Moins on est formé, moins on est justement. C'est pour ça que la simulation avait son point, et c'est pour ça que je pense que les formations ont leur intérêt. Moins on est formé, moins on connaît la théorie sur le bout des doigts, et plus on va se mettre en stress. Et plus, et un exemple, l'arrêt cardio-respiratoire, tout le monde sait prendre en charge un arrêt cardiaque chez un patient. En tout cas, après 5 ans de formation, tout le monde sait réanimer un arrêt cardiaque. Mais si il y a un doute dans une posologie, ça peut bloquer tout le mécanisme. La personne peut se figer, arrêter de parler. Et pour un leader, c'est un peu gênant d'arrêter de parler. Quand on sait que c'est le seul, sur lui qu'on compte, c'est un peu gênant. Et du coup, c'est vrai que si on est formé, si on connaît tout sur le bout des doigts, On peut prendre du recul sur la ouais, situation. moi je sais que je me mets toujours en recul, que je me force à rester calme. Je sais que c'est une situation catastrophe, mais je me dis, en fait, de toute façon, je peux rien changer. La seule chose que je peux changer, c'est la fin, mais il faut pas que je me mette à stresser. Et j'ai tendance à, je souffle à mon cou, je me mets dans un coin de la salle, 5 ou 10 secondes après, je suis revenu. Ok. Parce que tu soulèves un point hyper important, c'est l'auto-exigence de Mm. chacun. Tu dis, on est obligé de se former, mais Ouais. est-ce qu'on vous oblige à le faire? Non. Donc c'est C'est une vraiment une volonté et un choix. Bah, c'est une volonté, oui, mais c'est aussi un moyen améliorer la qualité des soins Bien qu'on sûr. prodigue, et deux, maintenir un niveau de sécurité du patient qui est nécessaire. Et c'est vrai que plus on se forme, plus on va avoir tendance à avoir un niveau d'exigence avec soi-même élevé, mais on sait qu'on est en sécurité dans toute situation. L'anesthésiste, son rôle, à mon sens, c'est Mhm. d'anticiper toutes les situations catastrophes. Le chirurgien, son rôle, c'est d'opérer ce qu'il doit opérer. Nous, c'est à un moment où on arrive dans la salle du bloc opératoire et qu'on a un patient, on a une consultation pré-anesthésique, et on doit anticiper tout ce qui peut se passer. Ce qui peut faire une allergie à tel médicament, ce qui peut faire une hémorragie à telle chose, j'exagère, est-ce qu'il va faire un arrêt cardiaque, tout doit être anticipé, et rien n'est laissé au hasard, en fait, c'est pas de la magie. C'est vraiment une science qui est bien réglementée, mais il faut que toutes les complications soient connues, anticipées, pour que si elles arrivent, on n'ait pas peur. T'actives Voilà. tel process. Exactement, tel je sors le process. tiroir, j'ouvre le tiroir et je fais, c'est ça. Ouais. On est allé voir ton compte LinkedIn. Mmh. Et vous avez tous un truc un peu en commun quand même, les professionnels de santé, c'est le sport. Ouais. Sur ton profil, ta bannière, c'est t'es en train de courir, je sais Ouais. pas, c'est un marathon, un C'est le semi de semi, Paris. voilà. Comment vous faites en fait? Parce que entre le taf, Mmh. Dream Situ, enfin Oui, les projets. les projets, Ouais. les publications, et ça on va en parler aussi un Ouais. peu après, etc. Comment tu arrives à faire du sport? Alors c'est un défouloir, c'est un vrai défouloir, et en fait, il n'est pas nécessaire de faire du sport, enfin certains y arrivent et c'est très bien à faire beaucoup, beaucoup de sport. Moi, j'essaie de me cantonner à me dire au moins 2 fois par semaine, il faut que j'aille faire du sport. C'est déjà beaucoup. Ouais, Mm. mais ça nécessite de faire du sport. Il faut en effet s'adapter à son travail, à sa vie de famille. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, donc il faut que je m'adapte à ma vie de famille, puisque ma femme, qui gère déjà énormément de choses, Mhm. ne peut pas tout gérer. Et c'est Mhm. normal en fait, parce on a décidé à 2 d'avoir un enfant, c'est pas à elle de tout gérer. Et du coup, je fais du sport à des horaires qui sont un peu étonnantes pour certains, genre à Entre 22 23h heures. et 1h du matin. Ouais, à Non? 22 heures. Il y a même des amis qui sont infirmiers anesthésistes que je sais, ils me disaient, si tu veux faire des sorties longues de course à pied, bah, tu te lèves à 4 heures. Là, il n'y aura personne, hein, tu seras tranquille. Ah bah oui. Et du coup, on se couvre bien l'hiver, on se lève à 4 heures, et là, on peut faire une sortie de 2 heures. On arrive à 6 heures, tout le monde se réveille. Si la boulangerie est ouverte, ça peut faire un petit plaisir à tout le monde. Mais après, on le fait pas tout le temps, Bien c'est sûr, bien vrai. sûr. Mais moi, je sais que j'aime bien garder ce rythme là, entre guillemets, de sport, de course à pied, parce que ça me permet de me défouler, parce que ça me permet de m'entretenir. Et on a toujours des petits objectifs personnels ou pas d'ailleurs. Mhm. Mais j'ai toujours des objectifs de course pour m'améliorer, de me dire, j'aimerais bien faire un jour dans ma vie l'UTMB. Pas mal. Ouais. L'Ultra Trail du Mont Blanc, ouais, Ouais. hyper dur. Enfin, Ouais, c'est une des plus belles courses, mais ouais. pour le faire, il faut avoir suffisamment de points, ce qu'ils appellent les Running Stones. Donc, il faut faire d'autres courses du circuit. C'est plus dur que la Réunion, que la Non, traversée? la Ouais. traversée de la Réunion, c'est Ouais. la plus Mais c'est dure. 100 km, je crois, non? Non, la traversée de la Réunion, c'est 175 Ah ouais. et l'UTMB 165. Tu vois, c'était déjà. Ah ouais, non, mais la Réunion, c'est le plus dur parce que les conditions météorologiques sont ce qu'elles sont et que la Réunion, c'est magnifique, mais il y a un taux d'abandon monstrueux. Ouais. L'UTMB, ouais. Ah oui, c'est 10 000 mètres de dénivelé. Dans les deux cas, on est dans Ouais. des Ok. hauts standards.
Ok, et donc sport, enfant, ouais, Mmh. tout ça mis bout à bout, ça fait quand même. Mais ça fait que les plannings sont organisés à la Et minute. surtout, tu dors quand? Mais après, on dort. Non, là pour le coup, j'arrive à dormir 6 heures, 6h30 par nuit. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les plannings sont bien rodés. Nos plannings, c'est un agenda partagé. Tout est prévu et il n'y a pas de sortie à la dernière minute. Ou Mhm. alors, il faut trouver un moyen de garde, les grands-mères, les babysitters. Faut trouver un moyen de garde. Mais Tu voilà. crois qu'en parlant du sommeil, c'est une condition un peu sine qua non pour être anesthésiste d'avoir une facilité de sommeil ou de récupération? Parce que on parle souvent des gardes, tout Ouais. ça. Alors, Où est-ce qu'on l'apprend? c'est une condition. Il faut bien dormir. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais un de mes collègues, il y a un de mes collègues dans l'équipe de Quincy, Thierry Garnier, qui racontait que en fait, le sommeil, c'était essentiel et qu'il faut pas hésiter à avoir un bon matelas, qu'il faut avoir un bon lit, parce qu'en fait, c'est une partie de la journée qu'on passe dedans. Mais si on dort mal, on n'est pas efficient la journée. Et en fait, les journées s'enchaînent sans être efficient. On met en danger les patients, Mhm. on n'arrive pas à Mhm. avancer sur les projets, on Mhm. se met en danger. Mhm. Pendant plus de 6 mois, j'allais au travail en moto, il fallait que je dorme. Bah oui. Je ne peux pas faire 45 minutes de moto sans avoir dormi la nuit, c'est inenvisageable. Et les gardes, c'est un autre sport. D'un côté, on est à l'hôpital, on sait qu'on est là pour travailler. De l'autre côté, ne pas dormir pendant 24 heures, je l'ai fait pendant mon internat, c'est assez compliqué. Mhm. C'est le lendemain matin, on est irascible, irritable, et c'est normal en fait, parce qu'on a géré toute la nuit, et le lendemain matin, la seule chose qu'on a envie, c'est de partir. Et il faut transmettre. Il faut transmettre. Et là, En vrai, il faut transmettre toutes les informations, ne pas en oublier, il faut partir derrière. Mais je sais que plus le temps passe et moins la récupération est bonne. Post-garde, j'entends. Euh, j'ai commencé mon internat et j'adorais les gardes, j'ai fait des ouais, mois, il doit y avoir un côté 11 gardes. un peu fascinant. C'est fascinant, on travaille la nuit. Moi, j'adore travailler la nuit. Ouais. Il y a moins de personnes, c'est plus calme, c'est assez sympa. Mais la récupération post-garde, elle est de plus en plus difficile. Et moi, j'ai 34 ans. Donc, moi, je parle de mon expérience à 34 ans. J'ai des collègues qui ont 55 ans, qui ont fait des gardes pendant 30 ans, du coup, Ouais. et qui récupèrent encore moins bien. Il te faut combien de temps? Il te faut Bah, 2 jours? non, même pas, en fait, parce qu'en fait, on sort de garde, on a la journée de sortie de garde, on ne travaille pas, ce qu'on appelle le repos de sécurité, Ouais. qui est médico-légal, Ouais. qui a été inscrit dans la loi. Donc, dès qu'on sort de garde, on ne peut pas venir travailler pendant plus de 12 heures. Donc, on ne travaille pas la journée. Et après, on reprend en général la journée après. Et pour être honnête, c'est cette journée-là Ouais. que je trouve horrible. Bah oui. Parce que le lever, c'est. En fait, la journée de repos de sécurité, on rentre, on dort. Donc, on se décale légèrement, mais on se décale quand même. Mhm. Et le soir, on n'a pas forcément envie de dormir, ou alors on est dans l'épuisement, et là, c'est gagné. Mais le surlendemain, le réveil, il est épique. Mais c'est le jeu, hein. Et tu crois que ce serait possible de mieux organiser ça? Tu crois qu'on Ouais. pourrait arriver Mmh. à la fin des gardes ou pas? Oui, en France, on est une des spécialités. On fait des gardes de 24 heures. On Ouais. n'est pas la seule, puisque les gynécos font pareil. Les chirurgiens, dans certains centres, font des gardes de 24 heures. Aux États-Unis, c'est des gardes de 12 heures. Et du coup, il y a des gens de garde jusqu'à minuit, des gens de garde jusqu'à midi, et ils font des roulements de 12 heures. C'est moins chargé, même s'ils dorment pas, c'est 12 heures. Mais ça coûte plus cher? Je suis pas Comprendre. sûr, je pense que c'est un mental, c'est un mode d'exercice. Les urgences en France fonctionnent en 12 heures. Ok. Dans certains centres, Ok. ils fonctionnent en 12 heures. C'est mieux vécu par les personnels, Bien sûr. c'est mieux vécu par les patients, parce que les patients, ils voient quelqu'un arriver qui est frais. Certes, il est 2 heures du matin, ça ne fait que 2 heures qu'il travaille, il est frais. Et en fait, les gens ne font pas que les nuits, ils alternent en fait. On ne fait pas de gain de 24 heures. Moi, je trouve que c'est le plus difficile, c'est 24 heures d'affilée. Si en plus ça ne dure que 24 heures, parce que Oui. si à la Ah fin oui, 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 oui. t'as une urgence qui arrive, Ah oui, on n'abandonne pas le navire à l'heure pile en général. On peut se décaler un petit peu. C'est du 24 à 30, du 24 à 26 heures, 26, 27 heures. Et le temps qu'on rentre dans notre lit, si on a 1 heure de route, bah voilà. oui, et puis en plus après que tu décompresses, que Oui. si jamais par exemple t'as une Ah, mauvaise nouvelle à annoncer ah ou oui, 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 non, non, c'est ça t'est déjà compliqué. arrivé ça? Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est un rite de passage, hein. Ouais. J'ai eu des mauvaises nouvelles, j'ai eu des patients qui sont décédés, qui ont été plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles à accepter, dont certains plutôt difficiles. À accepter pour toi? Pour moi, Ouais. bah, parce qu'en fait, même si on pense qu'on a tout bien fait, Ouais. et sur le coup, j'en ai eu un, c'était pendant le Covid, qui était très difficile à accepter, où je suis sorti de l'hôpital en chialant. Ouais. Euh, j'ai été récupéré, c'était à Thonon, par tous mes collègues, et en fait, à ce moment-là, on a débriefé le dossier, il n'y avait rien à refaire, rien à Mmh. changer. Tout avait été fait dans les règles de l'art, mais c'est toujours difficile. Ouais. Vous avez un suivi pour ça? Non, Non. Ce serait bien d'en avoir un, tu ouais. crois? Ouais. Ouais, non, on n'a aucun suivi pour ça, Les et c'est cordonniers sont malheureux. souvent les moins bien chaussés. Ouais, c'est ça. Et c'est malheureux. Mais en fait, c'est horrible parce que dans ces cas-là, on a vécu un événement un peu traumatisant. Mais en fait, c'est pas nous qui sommes décédés. On n'est pas la famille.
On n'a pas annoncé à la famille que la personne était décédée. Tu veux dire, c'est pas toi dans ce cas-là, c'est ça? Non, mais c'est pas nous en fait, on est une victime collatérale dans cette histoire. Mais la victime, c'est le patient. Et nous, on est une victime collatérale parce Et qui que fait l'annonce dans ce cas-là? dans le cas en question, pour moi, ça a été plutôt pas mal. La première, en tout cas, le premier cas de figure, ça a été un de mes collègues qui a repris la main parce qu'en fait, c'était pas possible que je l'annonce moi dans l'état où j'étais. Mais sinon, on essaie de se mettre à plusieurs et de bien expliquer la situation ensemble, comme une équipe. Il n'est pas décidé qu'il y a ce spécialiste-là qui doit parler à la famille. Enfin, par exemple, on pourrait dire, bah, c'est le chirurgien qui doit parler. Si c'était Ah un... non, bah en fait, ça dépend de la situation. Là, je prends deux situations. Lorsqu'il y a eu une réanimation, un arrêt cardiaque en post-opératoire ou un arrêt cardiaque à un moment donné qu'on a pris en charge, c'est la personne qui a pris en charge l'arrêt cardiaque qui doit l'annoncer. Ok, Et dans le cas où moi, c'était sur ma garde, c'était sur ma nuit, le lendemain matin, c'est un de mes collègues qui avait reçu les transmissions. Ils se sont mis à deux, d'ailleurs, deux de mes collègues qui avaient reçu les transmissions qui ont annoncé à la famille, mais en fait, ils l'ont annoncé comme l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu. C'était moi le médecin dans la nuit, mais c'est l'équipe qui l'a annoncé pour moi, à la famille de la patiente. mhm, Dans le cas où c'est une complication chirurgicale, mhm. le C'est le chirurgien. chirurgien appelle en disant il y a eu telle complication, le patient est à... En fait, il y a plusieurs annonces qui sont faites. Le chirurgien dit il y a eu une telle complication chirurgicale, voilà ce que j'ai fait. Le patient a été transféré en réanimation, le réanimateur va vous appeler. Et le réanimateur fait la suite. D'accord, Chacun a son rôle d'annonce. d'accord. On va parler aussi de tes publications scientifiques, parce que tu fais partie du board Ouais. de Pratane. Du praticien en anesthésie et réanimation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, c'est un journal qui est un journal français, qui est dirigé par Francis Bonnet, qui est un professeur qui est à la retraite, un professeur d'anesthésie et réanimation, qui n'a qu'une vocation, c'est la pédagogie. C'est un journal où on sort des articles avec plein d'auteurs français qu'on sélectionne. On va voir les auteurs, on leur propose d'écrire sur telle thématique, dont on sait qu'ils sont spécialistes Ok, ou experts. ok. Et ils écrivent des articles et ils les publient. Ça peut être des articles sur la chirurgie de la hanche, des articles sur qu'est-ce qu'on fait en cas de réanimation dans tel cas de figure, ou alors dans l'hémorragie du postpartum. On peut demander à quelqu'un d'écrire un article sur l'hémorragie du postpartum, mais du coup, en fait, c'est un rôle d'éditeur en chef, c'est un rôle d'éditeur ou d'édition plutôt, où on va alimenter un journal qui n'a qu'une vocation pédagogique. Ça n'a pas vocation de publication scientifique avec des points SIGAPS comme les autres que j'ai pu faire et qui sont intéressantes, où on fait telle étude clinique, l'objectif étant de démontrer Quelque chose? quelque chose, Mhm. et on fait une étude pour le démontrer, on a le résultat, on écrit l'article en anglais, on le publie sur un journal international, que ce soit le British Journal of Anesthesia ou l'anesthésiologie, les deux plus hauts journaux d'anesthésie Mhm. dans le monde, deux journaux qui sont britanniques, Mhm. mais voilà, c'est les deux, on peut récupérer le plus de points SIGAPS et c'est ceux qui ont le plus gros impact dans le monde. Il y a une raison sur le fait qu'il soit anglais? Non, C'est les aucune. Anglais les Bah, meilleurs ils ou... sont... Non, Non, c'est juste aucune. que... Les journaux anglais et un peu américains maintenant, mais les journaux anglais ont la plus grande prestance, si je Ok. puis dire. Mais pour une raison ou une autre, nous en France, on n'a pas trop de... On a un seul journal français qui est dirigé par la Société savante d'anesthésie et réanimation, mais qui est un peu en dessous, mais qui est pas si mal, hein, mais qui est un peu en dessous. D'accord. Et donc au Pratane, Ouais. pédagogie. Pédagogie, seul, pas d'études cliniques, le but est juste de faire des mises au point, de faire des opinions sur des thématiques, mais le but étant de rappeler aux praticiens telle prise en charge dans telle chose, ou alors qu'il y a des nouvelles recommandations qui existent dans telle chose et qu'ils peuvent les lire. Seulement de la pédagogie. C'est vraiment un objectif de formation continue en fait, mais via un journal. La boucle est bouclée, simulation. Ah oui. euh, Alors moi j'aime beaucoup la pédagogie. Bah oui, Je- simulation, grade, Oui. les publications scientifiques. Et après, à côté, j'ai d'autres publications scientifiques à titre, encore une fois, donc de recherche clinique. Ok. Parce que c'est ce qu'on disait au début, la formation des praticiens, elle est en constante évolution. En anesthésie, on va apprendre l'existence dans l'anesthésie loco-régionale de nouvelles techniques d'anesthésie loco-régionale, de nouvelles médications pour telle ou telle chirurgie. Du coup, il faut se mettre à jour. Et on peut aussi même participer au changement de la science. Et c'est pour ça que l'objectif est de faire des nouvelles études cliniques. Ça aussi, c'est quelque chose qui t'anime? Ouais. Porter ta pierre à C'est la ça. science? Je pense pas que je vais devenir un grand professeur ou quelqu'un qui sera connu pour telle ou telle chose, mais si je peux avoir un certain nombre de points SIGAPS, si je peux, c'est un ego, hein, les points SIGAPS, c'est un concept Ouais. d'ego, mais si je peux faire des petites études cliniques qui sont publiées dans tel ou tel journal, ça fait toujours énormément plaisir de recevoir le petit courrier positif, genre on accepte avec des révisions, mais on accepte votre étude, c'est toujours sympa. Quand tu parles de pédagogie, tu parles, je pense aussi un peu de vulgarisation. Est-ce que c'est compliqué d'écrire quelque chose de court, qui Mm. explique bien? Est-ce que tu as des petites techniques particulières ou
Alors, j'ai récemment des nouvelles techniques qui existent, qui Ouais. sont l'intelligence artificielle. Ok. Je pense notamment à ChatGPT, qui peut résumer telle ou telle chose et que ça peut être un peu compliqué pour les spécialités. Ça donne des informations plus généralistes, Mhm. mais si on lui donne un texte et qu'on lui demande de le réécrire ou de l'améliorer ou d'en faire quelque chose d'explosif, ça marche très bien. C'est parfait, tu me donnes un lien vers les nouvelles technologies. Mm. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles technologies sans doute qui apparaissent. Alors, pour le grand public, tu as l'IA générative, Oui. mais en médecine, ça doit faire très longtemps qu'il y a plein de nouvelles technologies. Tu me disais il n'y a pas très longtemps que quasiment tout le temps, ça change tout le Oui. temps. Oui. En 5 ans, On remet ses connaissances presque à zéro, hein. voilà. Et donc, est-ce que tu as des outils aujourd'hui que tu utilises, dont tu pourrais nous parler, qui révolutionnent un petit peu ta Mm. pratique? Alors, en termes d'outils, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais c'est de la nouvelle technologie. On a Diane qu'on utilise dans les blocs opératoires. Le principe de Diane, c'est que c'est un logiciel qui est connecté à toutes nos machines, que ce soit le scope pour le patient ou le respirateur. Et en fait, il récupère toutes les données dans Diane et on n'a pas besoin d'avoir, comme on faisait anciennement à l'époque, les feuilles papier de surveillance d'anesthésie. Là, tout est intégré dans le logiciel. Mhm. Ça génère un compte rendu à la fin. On peut régler des petites cases pour que tout soit déjà pré-rentré. Pour qu'est-ce qu'on a fait comme anesthésie, on clique sur les cases et c'est fait. Après, il y a l'impact en tout cas des algorithmes et à moyen terme de la nouvelle génération de l'intelligence artificielle en anesthésie, c'est les closed loops. Mhm. C'est les boucles fermées qui existent déjà, que ce soit pour la sédation ou pour la gestion de l'hémodynamique. Pour la sédation, on utilise un capteur au bloc opératoire qu'on met sur le front, qui mesure la profondeur du sommeil. Ok. En fonction de ce capteur-là, on sait si le malade est endormi, trop profondément endormi ou en train de se réveiller. Dans ce cas-là, il faut approfondir notre sédation, notre anesthésie. Le principe, c'est la boucle fermée, elle est entre ce capteur et ce résultat et les médicaments anesthésiques. Et en fait, on n'a plus besoin de toucher. Si le chiffre monte, la machine va augmenter sa quantité d'anesthésique ou alors ça va délivrer plus de produits. Si ça descend, ça va réduire la dose. Et en fait, ça, c'est la boucle de sédation. Dans la boucle de l'hémodynamique, et ça, c'est vraiment la brute épaisse, c'est que ça peut révolutionner la présence de l'anesthésiste en continu au bloc opératoire, parce que cette boucle-là, c'est la tension artérielle, tous les paramètres hémodynamiques d'un côté, et en fait, ça va rentrer dans la machine va dire ok, il y a telle chose, je peux voir, soit j'essaie de remplir, de passer un peu de liquide et de voir si il est hypovolémique, si ça marche, si ça marche pas, je débute la médication, je débute la noradrénaline, les amines, et ça va faire remonter la tension. Donc il prend des décisions tout seul, il voit l'impact que ça a, et il s'adapte, régule en continu. Donc ça fait partie des algorithmes. À moyen terme, est-ce qu'on aura besoin d'être au bloc opératoire? C'est une bonne question. Je reste persuadé qu'à un moment donné, on est au début, à la fin, essentiel. En tout cas, on est essentiel pour l'induction, le réveil. L'entretien, il faut qu'on surveille ce qu'on fait. Il faut qu'on surveille l'intervention. Mais est-ce qu'on doit surveiller la machine qui fait notre travail ou est-ce qu'on doit s'adapter et agir avec la machine? Je pense qu'on est toujours mieux quand on agit avec la machine, quand on utilise la machine, l'intelligence artificielle pour faire des choses avec nous plutôt que de se dire c'est l'un ou l'autre. Et donc, ça veut dire que toi, quand tu es dans le bloc, Oui. tu utilises parfois Diane. Oui. Enfin, tous les jours. Tout le Diane, temps. c'est tous les Ça jours. y est, Le logiciel, il est intégré, c'est tous les jours. Et donc, tu surveilles. En fait, non, Diane, ça récupère les données, mais pour l'instant, on n'est pas dans les boucles fermées. D'accord. Non, Ok, Diane, c'est il ça, récupère les données et c'est nous ouais. qui agissons en fonction de ce que Diane récupère. Il y a un hôpital, c'est au Kremlin-Bicêtre, où ils ont développé des closed loops, donc je les ai vus, mais je les ai jamais encore manipulés moi-même, mais je les ai vus. On a fait une formation pour les ophtalmologues Oui. avec Marie Séminiel qui nous parlait, elle, d'un souci qu'ils avaient post-opératoire parce que au moment de l'interrogatoire préopératoire, Ouais. ils ont mal perçu. C'est-à-dire qu'il y a des signes Mmh. qu'ils avaient mal identifiés Ouais. et qui donc ont créé des problèmes après l'opération, mais qui auraient pu être anticipés. Oui. Et aujourd'hui, elle disait que justement, avec l'IA, Mmh. on commençait à avoir un filtre de plus en plus précis. Est-ce que c'est la même chose en anesthésie? Oui. Alors, il y a une start-up qui est dirigée par un de mes amis qui s'appelle Yacine Moussali, qui s'appelle Hoopcare, qu'on utilise à Quincy. Une start-up qui a vocation à l'optimisation préopératoire, la consultation d'anesthésie préopératoire. Cette start-up, elle est basée sur des algorithmes. À moyen terme, encore une fois, il est en train d'y intégrer l'intelligence artificielle pour que les patients aient une interface, remplissent une consultation d'anesthésie avec une interface qui ne soit pas juste un questionnaire, mais une personne qui pose des questions, parce qu'on sait très bien que ça peut permettre de trouver ce que nous,
on ne va pas poser comme question, Mhm. simplement parce qu'en consultation pré-anesthésique, si on a 15 minutes pour faire la consultation, on n'a pas le temps d'aller dans tous les angles, mais la machine peut aller là où on ne voit pas, on Ouais. peut envisager des petites questions qui feraient réagir le patient que nous, on n'aurait pas posées. Et du coup, en fait, à partir de ça, ça créerait une consultation d'anesthésie et ça génère une consultation d'anesthésie avec une stratégie anesthésique qui est très, 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 très souvent la bonne. Ouais. Rarement, c'est pas la bonne d'ailleurs. Et ça met en place des systèmes d'optimisation. Le patient va rentrer son ordonnance sur le logiciel. Ça va lui dire on arrête tel médicament, on continue, on arrête, on continue. Et ça va lui donner les délais d'arrêt des médicaments, l'adaptation des médicaments. S'il y a une anémie ou il y a sur le bilan que le patient rentre, il y a des anomalies, eh ben, le logiciel va mettre des signes d'alerte. Les deux qui sont pour l'instant prêts à rentrer, c'est anémie, nécessité de fer et de PO. Dans ce cas-là, ça va générer une ordonnance. C'est eux qui s'en chargent, mais à moyen terme, c'est la machine qui va envoyer Ouais. un mail, un message. Il faut que vous voyez tel patient pour telle chose. Les consultations cardiologiques préopératoires, lorsqu'on a besoin d'une évaluation cardiaque préop, ça envoie un mail vers le cardiologue et ça veut dire il faut que vous voyez tel patient à telle date, l'intervention elle est à telle date, voilà ce que j'ai récupéré. Et la machine donne le compte-rendu de sa consultation. Incroyable. Et ça, c'est en France. Et il est en train de se développer dans le système français et en même temps dans le système nord-américain. Pourquoi dans le système nord-américain? Puisque les États-Unis, c'est très particulier, les anesthésistes. Il n'y a pas de consultation préopératoire en Ok. anesthésie. L'anesthésiste découvre le patient au bloc. Ok. Et en fait, l'anesthésiste ne sort jamais du bloc. Il n'a plus de fonction de ce qu'on a nous en France. Moi, je sais aujourd'hui qu'on est anesthésiste réanimateur et on a même une triple casquette qui arrive, c'est on est médecin du périopératoire. Ok. On s'occupe donc de l'avant, du pendant, de l'après. Et on gère un peu le patient après l'opération quand même. S'il y a des complications, on est là. Et les chirurgiens nous appellent pour des avis. Aux États-Unis et au Canada, en l'occurrence, il y a aucun rôle en dehors du bloc opératoire. L'anesthésiste est là pour le patient en bloc. Dès que le patient sort du bloc, il est sous la juridiction du chirurgien qui s'occupe de tout le suivi post-opératoire. L'anesthésiste ne met pas son pied en post-opératoire. Et en préopératoire, il n'y a pas de consultation pré-anesthésique. Le chirurgien, lorsque c'est une intervention mineure à modérée, va l'orienter vers le médecin généraliste, le general practitioner, qui va faire un bilan classique. Lorsque la chirurgie est plus lourde, il va l'orienter vers un interniste qui va faire un bilan plus poussé. Ok. Mais dans aucun cas, l'anesthésiste, quand il découvre le malade au bloc, il fait la consultation au moment où il le voit 10 minutes avant de l'endormir. Il se présente, il fait la consultation, il vérifie tous les résultats de tous les qui ont été demandés par les différents praticiens, mais il n'anticipe rien. Et tu penses que cette méthode est mieux ou moins bien? Je pense qu'elle est moins bien, elle est brevetée par les États-Unis, hein, donc je ne vais pas juger un pays. Mais je pense que en fait, l'anesthésiste perd sa vocation d'anticipation des risques et qu'il n'a plus le pouvoir d'anticiper quoi que ce soit. Ouais, il Il a est le- que il dans la subit. réaction. Et il subit en fait, et c'est vrai que le bloc opératoire, il peut subir toutes les complications. Et quand le patient sort du bloc opératoire, il est certes soulagé parce qu'en fait, il n'est plus sous sa juridiction. Mais est-ce que c'est optimal? Je pense qu'on peut optimiser les choses et c'est pour ça que quand Yacine a proposé son projet là-bas, bah, ça a fait mouche en fait Bien parce sûr, que là pour le ils coup, se sont dit, en bah, fait, on va avoir le meilleur des deux. c'est Enfin, ça. On a une qualité qu'on n'a pas, on nous propose de nous mettre cette qualité. Alors oui, il faut peut-être investir un petit peu, mais en fait, on nous propose une qualité qu'on n'a pas actuellement. Rien, il n'y a rien, on nous propose quelque chose. Je pense que si on dit non, on ferme la porte à jamais, hein. Tu crois qu'il va y avoir bientôt aussi peut-être une médecine prédictive Oui. dans l'anesthésie? Alors, même principe, ça existe un petit peu, la prédiction des complications en Oui, ça anesthésie. t'affiche sur un écran, alors il y a Ouais. tel risque avec Oui. peut-être un pourcentage. En fait, ça existe au bloc opératoire et même après. Il faut savoir qu'il existe des scores en anesthésie qui permettent de prédire les complications post-opératoires. On utilise des scores en préopératoire, on rentre les caractéristiques, des antécédents particuliers, des choses en particulier du patient, des données du patient. Et en fonction de ça, il nous dit il y a 10 ou 15% de risque en post-opératoire de faire une complication respiratoire. Ou alors un autre score qui est le cardioscore, l'euroscore, qui va me dire il y a une tel pourcentage de faire un événement cardiovasculaire. Donc ça, en rentrant les données, en fait, ça peut, même si on avait un algorithme qui prend toutes les données et ça nous donne les pourcentages, c'est assez facile à faire. En opératoire, il y a un outil qui est l'HPI, qui en fonction des paramètres du patient, va nous dire, là, il y a 90% de chances qu'il y ait une hypotension dans les 5 minutes. Donc, vous pouvez agir maintenant ou attendre l'hypotension dans les 5 minutes. Et il se trompe assez peu. Et en fait, il nous dit, dans 5 minutes, il va y avoir de la tension qui va descendre. Vous pouvez l'anticiper, vous pouvez agir maintenant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on agit, on voit cette probabilité qui descend, voire disparaît. Et ça, impossible pour toi de le savoir. Enfin, Non, on n'a ouais. pas de signe. Et c'est vrai que pour le coup, on peut regarder le scope et se dire, bon, si avec les yeux de la foi, on peut le voir. Maintenant que la machine nous l'a dit, on peut le voir. Ouais. Mais elle l'avait déjà prédit.
C'est un logiciel qui s'appelle l'HPI, l'Hypotensive Prediction Index, et ça prédit. Incroyable. Je voulais qu'on parle aussi des 2 formations que tu fais avec nous Oui. et du comité scientifique. Donc, Ouais. prise en charge anesthésique et réanimatoire de l'hémorragie du postpartum. Oui. Et anesthésie et analgésie du patient en chirurgie ambulatoire. Est-ce que tu peux nous en parler un Ouais, petit peu bien et les sûr. objectifs de ces 2 formations? Bien sûr. Alors, la première, c'est l'hémorragie du postpartum. Pas un expert absolu dans l'anesthésie obstétricale. Je m'y connais pas mal. J'avais fait des cours pour les différents diplômes universitaires quand j'étais à Thonon. J'ai été dans une maternité de niveau 3. Donc, c'est vrai que Mmh. pour le coup, je connais un petit peu l'hémorragie. J'ai une femme qui est sage-femme. Ça, pour le coup, ça aide. Ça aide, ouais, bien sûr. Mais l'hémorragie du postpartum, c'est une situation critique à un moment qui est censé être un moment heureux. Et c'est une situation qui peut, faire basculer, en fait, ce moment heureux en un moment, où, en fait, tout le monde perd pied et tout le monde stresse. C'est une situation catastrophe Mmh. qui arrive plus fréquemment qu'on ne le pense, parce qu'on est quand même à entre 5 et 10 des accouchements. OK. Donc si on prend, une maternité qui fait 3 500 accouchements, 10 de Ça 3 fait 500, beaucoup. ça fait beaucoup sur Mmh. l'année. Ouais. Et en fait, situation fréquente qui peut être traitée rapidement, anticipée dès le premier signe Signe. d'alerte. Mmh. On peut l'anticiper et à partir de ce moment-là, en fait, si on déclenche toute la cascade, ça peut aller très vite. Pour avoir déjà vu des hémorragies du postpartum saigner 4 litres en 15 minutes, ça peut aller très vite, mais si tout s'anticipe, on peut aussi arriver à une fin. On arrive, heureusement, très fréquemment à des fins heureuses. Mmh. Mais voilà, l'hémorragie du postpartum, c'est une formation que j'ai souhaité faire et que vous m'avez proposé et que j'ai trouvé ça, c'était un bon échange. Mais Donc les objectifs, c'est quoi? C'est de repérer les signes, c'est de repérer les savoir comment signes. Alors traiter? déjà, c'est de connaître l'épidémiologie, de savoir Ouais. qu'en fait, justement, c'est pas un événement si rare que ça, que si on travaille dans une maternité encore une Niveau fois, de niveau 3. 3 ou même un peu moins, hein, parce que nous, à Quincy, on a entre 1000 et 1500 accouchements. Et en fait, on sait que c'est une situation qui se produit fréquemment. Si on travaille et qu'on est tout seul, il faut pouvoir l'anticiper, il faut pouvoir la traiter, il faut connaître les signes qui vont nous alerter. Il faut que quand on nous dise il y a 500 ou 1000 millilitres de sang, on sache que on est passé d'une hémorragie légère à rapidement, on va arriver vers la sévère, une HPP sévère. Il y a les critères diagnostiques. Oui, il y a les thérapeutiques à mettre en place en sous-cortical. Et Mmh. ça, c'est vraiment même principe que l'arrêt cardio-respiratoire. Si on hésite sur une dose, ne serait-ce que 5 minutes, ça change la donne. Ouais. Donc c'est pour ça que la formation a vraiment pour but de marquer avec des images clés, de montrer comment on peut introduire des nouvelles mesures biologiques dans les maternités. Et je pense notamment au Rotem, qui permet de mesurer l'hémostase de la patiente en direct. Mmh. Ça nous donne un résultat d'hémostase en moins de 5 minutes. C'est quelque chose qui n'est pas encore introduit partout, mais dans les maternités où c'est introduit, ça nous dit en fait, je donne grossièrement les choses, ça nous dit là il manque des plaquettes, là il manque du fibrinogène, là il manque des facteurs de coagulation. Donc en fait, on sait exactement qu'est-ce qu'on va administrer en numéro 1, même si les autres vont probablement suivre. Mmh. On sait ce qui manque pour que la patiente Tu arrête de priorises. saigner. Ouais, Ça te permet de c'est prioriser. ça. On sait, là, si je passe des plasmas, ça va coaguler, ça va s'arrêter de saigner. Ça a cette tendance à nous déstresser un petit peu, nous dire, en fait, plutôt que tout passer, de se dire, j'ai pas le temps, j'ai que demain, il faut que je passe du sang, des plasmas, des plaquettes, du fibrinogène. En fait, ça nous dit, passe ça en Ouais, numéro 1, tu ça auras plus de temps pour faire la suite. Mmh. Ça guide ton choix C'est vers ça. et par contre, c'est 5 minutes, tu m'as dit? Bah, ouais, mais 5 minutes, un bilan sanguin, le bilan qu'on Oui, fait le bilan que tu d'hémostase, fais, ouais. il met 45 minutes. Donc dans tous les cas, Ouais. on a gagné 40 minutes dans le choix de la molécule à passer et qu'en général, on a, comme le bilan part très précocement et qui part vraiment au tout début, si le Rotem part au tout début, on sait que 5 minutes, c'est le temps qu'on a de mettre une deuxième voie veineuse, de commencer à hydrater la patiente. On est dans le bilan initial. Mmh. On sait que entre chaque étape de l'hémorragie du postpartum, il y a 30 minutes. Si le saignement n'est pas interrompu après 30 minutes, on déclenche la deuxième phase et après 30 minutes, on déclenche la dernière phase qui peut aller à la chirurgie, voire à retirer l'utérus. D'accord. Mastectomie, dans la dernière phase. Donc on sait qu'on a 30 minutes, 5 minutes, ça passe. Dans les 30 minutes. La deuxième formation Oui, sur l'anesthésie et analgésie du patient en chirurgie oui. ambulatoire. Et c'était la plus récente et c'est celle où j'ai aussi progressé. L'anesthésie et l'analgésie du patient en chirurgie ambulatoire, c'est ce que tous les praticiens font 90% du temps. On va avoir de plus en plus de patients en ambulatoire. On est encore très, très loin des standards internationaux parce qu'actuellement, en 2021, c'est les derniers chiffres qu'on avait, c'était 60-65% d'ambulatoire en France. Ouais. Aux États-Unis, ça fait 10 ans qu'ils sont à 95%. Ouais. Donc on est très en retard et la Société savante d'anesthésie et réanimation, la SFAR, avait émis des recommandations, avec des objectifs, un petit guide d'objectifs pour comment on fait pour passer à plus de 80%. Il y avait pas mal d'organisations de l'unité de chirurgie ambulatoire, de points pour l'organiser
Et c'est là où je me suis dit, en fait, on peut optimiser. Là, moi, là où je travaille, à Quincy, c'est là où je vais chercher à optimiser, trouver des petits points pour me dire, là, on peut passer à ça, là, on peut faire ça, là, on peut faire ça, pour que ça soit plus fluide pour les patients, plus agréable pour tout le monde. C'est ce que j'allais te demander parce que ce à quoi je pense quand Ouais. je pense ambulatoire, c'est Ouais. que ça coûte moins cher parce que les gens ne dorment pas sur Oui. place. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. C'est quand même Oui. mieux dans tous les cas. Oui, c'est mieux dans tous les cas parce qu'en effet, on a une satisfaction, c'est le point numéro 1, satisfaction patient. Ok. Mais il faut pas oublier l'autre point derrière, c'est la sécurité du patient. Ouais. Donc il faut qu'on puisse, nous, il faut qu'on adapte nos techniques et notamment notre anesthésie pour le bloc et l'analgésie derrière pour que le patient il puisse arriver, il soit pris en charge rapidement. Parce que si le malade il arrive et que 4 heures ou 5 heures après il passe au bloc, c'est un échec. Ouais. Donc en général, tout est bordé. Il y a une évolution avec une timeline où le patient il arrive, on lui dit on attend 10 minutes à l'accueil, puis il a tous les temps d'attente à différents temps de prise en charge. Et l'idée, c'est qu'il arrive au bloc, on le prenne en charge. Pour nous, c'est un moyen d'adapter nos techniques et donc on n'est pas dans on fait une anesthésie générale la même à tout le monde et puis tout le monde est hospitalisé comme dans les années 80. Donc là, nous, on adapte nos techniques. On sait qu'avec tel patient, on va utiliser telle molécule pour d'autres. On utilise pour les anesthésies loco-régionales des molécules de courte durée d'action ou de longue durée d'action selon ce qu'on fait, on adapte nos traitements, on personnalise notre médecine. Beaucoup plus qu'avant. Ouais. Ok. Ça, je pense que c'est la clé de l'ambulatoire, c'est de se dire on peut personnaliser les choses, on peut informer les patients et on les laisse sortir non algiques, sans effet indésirable, parce que si le malade il vomit pendant 15 minutes, lui, il va trouver ça désagréable, il va nous mettre une mauvaise note et nous, on trouvera qu'on n'a pas fait de façon satisfaisante notre travail. Donc en fait, l'idée est de retourner la balance et de se dire, OK, là, il faut que tout le monde soit content, c'est un win-win. Donc Oui, ce que j'entends, c'est que c'est pas uniquement pour gagner de l'argent. non, non, non. Après, les établissements en sont Oui, très contents bien parce sûr. qu'ils diminuent les RH de nuit, les ressources humaines de nuit, il y en a beaucoup moins Bien. et c'est plus attractif. Je me mets à la place d'un personnel soignant. Personne n'aime travailler la nuit actuellement. Personne. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais personne n'aime travailler la nuit. Si on propose des horaires de jour à tout le monde et on leur dit à la fin de la journée, vous rentrez chez vous, Ouais. bah c'est hyper bien. Par les urgences, Ouais. normalement. C'est ça. Et la maternité, du coup, parce Ouais, que et la elle, pour maternité, enfin, que je considère oui, pas c'est une comme une urgence. urgence, Oui, mais mais ouais. c'est vrai que c'est les urgences et les urgences mater, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, à part ça, les autres services n'opèrent pas la nuit. Ouais. Si c'est bien rodé, Normalement. c'est exactement. Alors, je dis pas qu'il faut personne parce qu'il peut y avoir des urgences chirurgicales, j'entends, à aller au bloc opératoire, mais ça change la donne en se disant que c'est une urgence et que c'est pas un patient hospitalisé. On en parlait un petit peu de l'avenir du métier, c'est-à-dire tu te posais des questions sur la présence De dans le bloc l'anesthésiste. de l'anesthésiste. Mais alors, c'est quoi l'avenir de ton métier? Alors là, c'est un avenir radieux déjà. Ouais. Je te le souhaite. Alors, l'anesthésiste, il a toujours, pour moi, il est essentiel dans les discussions, il est essentiel dans la prise en charge des patients, que ce soit avant, après. C'est vrai que pendant, au bloc opératoire, pendant que l'intervention a lieu, la question se pose toujours. Mais on fait partie de cette génération où on est beaucoup moins souvent au bloc et je discutais avec d'autres universitaires de Paris qui me disaient la place de l'anesthésiste, elle est plus au bloc opératoire. Mais alors, dans ce cas-là, où est-ce qu'on va? Oui. Parce que si on n'est plus au bloc opératoire, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre casquette? Et alors oui, on a une casquette de réanimation, mais on n'est pas là pour réanimer tout le monde. On est là pour anticiper les complications. Et c'est vrai qu'une fois que tout est bien rodé, que le malade il est sur les rails, pendant le bloc opératoire, on peut s'échapper du bloc temporairement en le surveillant en continu. La surveillance, elle doit toujours être continue. Et je pense aux nouveaux dispositifs de surveillance où sur un smartphone, on peut avoir les paramètres du bloc opératoire qui sont remontés sur le smartphone, ou on peut avoir une machine qui gère le patient à notre place. Si la machine, elle fait preuve de sécurité pour le patient, dans ce cas-là, on sort du bloc. Mais sortir du bloc, c'est pour faire quoi? Bien sûr. Donc oui, on sort du bloc pour faire des études cliniques, on sort du bloc pour des projets qu'on peut monter, c'est très bien. Mais encore. T'arriverais comme, enfin, t'arrives à... parce Non. que t'imagines, il y a quelqu'un, oui, tu sors oui. du bloc et puis tu te mets à bosser. Non, enfin, Non, ça me paraît ouais. très spécial. Non, sortir du bloc pour bosser. Moi, je sais que je bosse au bloc où j'ai mon ordinateur sur place. Ah oui. Et en fait, le patient, je le surveille en permanence. J'ai toujours les yeux sur le scope, mais j'ai pré-réglé mes alarmes Bien sûr. de scope. Et du coup, je sais ce qui va sonner quand ça sonne. Mais du coup, j'ai mon PC. Quand le patient il dort, eh ben, je peux travailler sur mon ordinateur. Incroyable. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on gagne du temps sur certains points. Si on veut améliorer des protocoles de service, si on veut mettre en place des études cliniques, c'est là qu'on peut les travailler. J'ai lu que les gaz que vous utilisez sont hyper polluants. Ouais, l'un des deux. L'un des N'existe deux. plus. Ah voilà, c'était un peu ma question. Est-ce qu'il y a un questionnement autour de ça? Oui, il y a plus qu'un questionnement. En fait, il y a déjà un comité de la SFAR qui est un comité green sur l'écologie.
qui pose des vraies questions, mais surtout, oui, parmi toutes les molécules qu'on utilise, on se pose des questions sur dans quelle stratégie on respecte le plus l'écologie, Mhm. en faisant de l'anesthésie loco-régionale, en faisant de l'anesthésie générale ou en faisant une sédation. La réponse simple, c'est la sédation, Mhm. parce qu'on utilise le moins de molécules, le moins de temps au bloc opératoire. La pire situation, c'est l'anesthésie générale. Et entre les deux, on a l'ALR, Mhm. qui est moins écotoxique, parce que certes, au début, on a plus de dépenses énergétiques avec plus de matériel, l'échographe, les kits de ponction. Ah, vous êtes allé calculer jusque-là, Ouais. pas uniquement Tout est Ouais, calculé. d'accord. Tout est Donc la fabrication de la machine, oui, tout est calculé. l'empreinte carbone de tous ces C'est ça. éléments. L'utilisation de l'énergie utilisée, mais tout est calculé. En fait, le pire scénario, c'est l'anesthésie générale. Et il y a 2 gaz qu'on utilisait, ce qu'on appelle 2 halogénés pour l'entretien de l'anesthésie, à savoir le sévoflurane et le desflurane. Depuis 2024, enfin depuis 5 bonnes années, le desflurane est en train de disparaître. Il a des avantages sur les patients, il permet de les réveiller plus vite, certes, mais en fait, il est en train de disparaître depuis 5 bonnes années, où on entend qu'il fait des trous dans la couche d'ozone, en fait. C'est un vrai choix écologique. C'est la première fois que j'entends Ouais. qu'on se pose des questions Ah oui. écologiques sur la santé. Pour Oui. moi, c'était... Ah oui, non, c'est un point clé. Ok. Et là, la SFAR a dit on l'arrête en 2024. Elle demande à tous les centres de supprimer les cuves de desflurane de leur bloc opératoire. Parce qu'en fait, c'est nocif. On a une alternative qui est fiable, qui fait moins de trous dans la couche d'ozone, qui est beaucoup mieux tolérée par l'écologie. Donc en fait, on peut s'en passer. Certains ne l'ont pas encore supprimé, mais on peut s'en passer. Mais oui, les questions d'écologie sont à l'ordre du jour et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on est à un stade où, au bloc opératoire, on peut améliorer des choses pour améliorer le climat. Donc en fait, si on a des petites choses, il faut les prendre. C'est des choses simples, on peut pas agir sur plein de choses. Les ampoules qu'on utilise pour l'anesthésie, elles sont fabriquées, dans certains cas, ça consomme, c'est nocif pour la planète. Bah ouais, mais ça, on peut pas le changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on peut changer. Celles qu'on peut changer, Est-ce que tu crois que tu as un rapport différent à la mort, finalement, quand on dort les gens oui, et qu'ils ne sentent plus la douleur? oui. C'est un peu une petite mort, quoi. Enfin, Oui, oui, oui. Et est-ce que tu crois que ça a influencé un petit peu? Oui, j'ai un rapport à la mort qui a changé, mais pas forcément à cause de l'anesthésie, Ok. plus à cause de mes années, mes phases de réanimation, à cause de mes prises en charge en réanimation, où là, pour le coup, oui, là, les patients sont ou pas décédés, en tout cas, pour des raisons X ou Y, mais ça fait changer un peu le rapport qu'on a à la mort. Est-ce que ça change ma prise en charge quotidienne? J'y pense. J'ai toujours cette petite pointe d'inquiétude quand j'entends un patient qui a haut risque anesthésique, j'ai toujours ce risque, cette pointe où je me dis: «S'il décède sur ma table d'opération, c'est vraiment, et du coup, ça me met un gros coup de stress, une bonne bouffée d'adrénaline d'un coup et je vide mes surrénales probablement et j'ai des collègues qui ont fait, il y a pas si longtemps, une complication chirurgicale, qui ont repris au bloc opératoire entre minuit et 3 heures du matin. Je pense qu'elle a jamais autant vidé ses surrénales. Elle a sauvé la dame, elle a sauvé la patiente, mais elle a vidé ses surrénales, et c'est des moments comme ça où on sent que le rapport à la mort, il est différent, c'est certain. On panique moins, parce qu'en fait, si on panique, c'est terminé, parce Mhm. qu'on est la seule personne, encore plus quand on est seul, on est la seule personne au bloc opératoire À savoir. à savoir faire. Mm. Parce que le chirurgien, on lui demande beaucoup de choses, mais on peut pas lui demander de réanimer. Mm. Les infirmières de bloc opératoire, on ne peut pas leur demander de réanimer. En fait, on est la seule personne qui sait réanimer. Mhm. Donc si on panique, c'est terminé. Mais est-ce que tu pourrais dire que t'aimes aussi cette situation? Ah oui, Parce que oui. c'est assez complexe, Ah parce bah que bien je sûr. suppose que ça apporte beaucoup de stress, Bah, bien mais sûr. que ça doit être assez plaisant. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'équipe, où je travaille actuellement. J'ai choisi l'équipe de Quincy Anesthésie parce que c'est un endroit où on fait la chirurgie lourde, on fait de la chirurgie à risque, on a des situations stressantes, mais en fait, c'est ce qui me plaît. J'ai un peu de mal à me dire que je vais endormir que des patients dans le reste de ma carrière, qui sont des patients, où tout est simple, où il y a très peu de complications, où, on fait de l'anesthésie pour autre chose dans ce cas-là. Tu crois pas qu'on peut avoir aussi différents profils, Oui, non, tu mais vois? c'est complètement, Ouais. à 100%. Il y en a certains qui ont besoin d'être un peu plus tranquilles. Ouais. Moi, j'aime bien être challengé, Mhm. mais chacun fait son choix. Est-ce qu'on peut quelque part un peu dire, bon, voilà, moi, je suis hyper rigoureux, j'aime bien faire des anesthésies, mais Ouais. pas sur Sur les patients lourds. ou sur les patients lourds parce que Ouais, mais je on me peut. sens pas. Il y a Ouais. beaucoup de centres dans Paris il y a des centres qui proposent que des anesthésies sur des patients un peu plus légers, où c'est de la chirurgie souvent très, très ambulatoire, très programmée, il y a peu d'urgence, voire pas Mhm. d'urgence. Il peut se passer quelque chose, mais le risque est faible et voilà. Mais alors, en allant travailler dans l'équipe de Quincy, c'était pas du tout l'idée et les gens qui sont là-bas sont tous dans la même optique
s'il se passe quelque chose, ça arrive fréquemment. On a des chirurgies très, très lourdes, des chirurgies aortiques, des chirurgies thoraciques et du coup, on sait qu'on s'expose à des complications plus fréquentes qu'ailleurs, mais on est là pour ça. Super. Merci beaucoup, Johan. Merci C'était beaucoup. un super moment. Ouais, Et pareil, puis à très bientôt. avec plaisir. Si les formations que Johan a faites avec nous sur l'anesthésie en chirurgie ambulatoire et la prise en charge de l'hémorragie du postpartum vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.